Bonjour, je vais vous présenter 11 faits à savoir pour ne pas être abusé ou dupé par la pseudo-science du réchauffement climatique attribué au dioxyde de carbone ou CO2 venant de l'usage de charbon, de pétrole et de gaz. Ces 11 faits vous montreront que cette pseudo-science, apparue dans les années 1960 et mise en forme par le GIEC depuis 1988, est une tromperie énorme et tout à fait délibérée. Rappelons d'abord que le CO2 est la nourriture des plantes, et par là la nourriture de tous les êtres vivant sur cette terre. Et plus de CO2 dans l'air, c'est plus à manger pour tous. Premier thème, le cycle du carbone et l'origine du CO2 de l'air. Le dégazage naturel des sols et des océans est en volume actuellement de 16 à 17 fois le flux de CO2 venant de l'usage de combustibles fossiles. Ce dégazage naturel est la source de 94% du CO2 de l'air. Ce dégazage est le reflet des températures de la zone intertropicale. La variation sur 12 mois de la teneur de l'air en CO2 est une simple fonction linéaire de la température. Et toute l'augmentation de la quantité de CO2 depuis 60 ans est la somme de ces accroissements, par 12 mois par exemple, et c'est-à-dire l'intégrale sur le temps des températures passées, une conséquence de ces températures passées. Le dioxyde de carbone ne peut donc pas influer sur les températures, il en est une conséquence. Second thème, comprendre que le CO2 n'a aucun effet réchauffant. On vous parle d'effet de serre, de forçage radiatif. Ce sont des leurres, rien de tel n'existe, ni ne peut exister. Un effet de serre avec la vitre de la serre, tel qu'enseigné dans d'innombrables cours et manuels, ne pourrait exister que dans le vide, par exemple sur la Lune. Sur notre planète Terre, il y a de la vapeur d'eau dans l'air, et cette vapeur d'eau est un véritable caloduc qui recueille la chaleur solaire reçue par la surface et la porte à la haute troposphère qui rayonne vers le cosmos et ainsi restitue au cosmos le gros de la chaleur reçue du Soleil. La vapeur d'eau est extrêmement opaque au rayonnement infrarouge thermique. L'air ne peut donc pas transporter de chaleur par rayonnement thermique entre la surface et le haut de l'atmosphère qui rayonne, puisqu'il est opaque sur le gros du spectre de ce rayonnement. Une relation polytropique entre la pression P et la température T détermine les températures de la troposphère, et sur Terre et sur Vénus. C'est la pression qui fait la température en surface, et non pas un effet de serre radiatif dont toutes les définitions connues se révèlent à l'examen des idioties contraires à la physique. Sur Terre, c'est la quantité de vapeur d'eau autour de 9 km ou de 300 millibars qui pilote et régule le rayonnement infrarouge thermique de notre globe, appelé en anglais Outgoing Long Wave Radiation, ou OLR, mot que j'emploierai par commodité. C'est dans ce rapport de 1965, publié par la présidence des États-Unis d'Amérique, rapport rédigé par Roger Revel et 4 complices, que le dioxyde de carbone des combustibles fossiles a, pour la première fois, été qualifié de pollution. Carbon dioxide from fossil fuels, the invisible pollutant. Al Gore dit que Roger Revel est son mentor. Ces deux affirmations que vous lisez sur le cycle du carbone et sur l'effet de serre sont absolument fausses, mais ce sont toujours et encore les deux fondements de la posture climatique et de la diabolisation des combustibles fossiles. Voici les quantités de carbone en milliards de tonnes, GTC ou gigatonnes de carbone dans les trois principaux réservoirs. Les océans 39 000, l'air 860, la végétation et les sols 2500. Les océans et la végétation absorbent chaque année 90 plus 80, c'est-à-dire le cinquième du dioxyde de carbone de l'air. Ces données, tirées du dernier rapport du GIEC, suffisent à comprendre le cycle du carbone. Voici le cycle du carbone, image du dernier rapport du GIEC. Les quantités de carbone des trois réservoirs sont celles que je viens de dire. Selon l'article en référence en bas à droite et bien d'autres publications, la croissance de la productivité de la végétation a, pendant le XXe siècle, été de plus 31%, ce qui implique aussi une augmentation de plus 31% du carbone contenu dans la végétation et les sols. Ce point-là est ignoré du GIEC. Le cumul des émissions de CO2 venant de combustibles fossiles
depuis le XVIIIe siècle, fait 1%, oui, 1% seulement du carbone qui circule dans les océans, l'air, les plantes et les sols. Comment ce 1% sur des quantités connues à 10% près pourrait-il bien mettre le climat en danger? Les océans et la végétation absorbent chaque année ensemble un cinquième du dioxyde de carbone de l'air. Comme la série de référence des teneurs de l'air en dioxyde de carbone est mesurée à l'observatoire du Mauna Loa au milieu du Pacifique, nous ne tenons pas compte ici de la respiration sur 24 heures de la végétation. Maintenant, deux corrections très importantes. Première correction, plus de dioxyde de carbone dans l'air rend la végétation plus luxuriante, avec plus de feuilles, qui mangent plus de leur nourriture, le CO2. Plus 31% pendant le XXe siècle, Revel dit plus 0%, le rapport du GIEC de 2013 dit plus 12% seulement. Par contre, le GIEC dit bien plus 33% pour les océans depuis le pré-industriel, plus 20 en rouge sur 60, le noir en pré-industriel. Donc on a un rapport 5 entre le CO2 de l'air et l'absorption sur 12 mois, qui vaut aussi en pré-industriel, avec, depuis ce pré-industriel, plus 33%, tant pour les océans que pour la végétation. Une autre correction. Le carbone échangé entre l'océan profond et la couche supérieure des océans est, par le GIEC, sous-estimé d'un facteur 3. Évidemment, pour exclure l'océan profond du cycle du carbone, alors que c'est le principal réservoir de carbone et de très loin. Première fraude, escamoter les océans profonds et les sols permet de prétendre qu'il y aurait une airborne fraction de 50% des émissions de CO2 venant des combustibles fossiles qui resteraient perpétuellement dans l'air. Ça revient à dire que les plantes et les océans vérifient le certificat de naissance, ou l'acte de baptême, comme vous voudrez, des molécules de CO2, absorbent toutes celles venant des dégazages naturels, mais la moitié seulement des molécules venant des combustibles fossiles, laissant ainsi dans l'air ces 50% qui auraient été tagués inconsommables et échapperaient alors pour toujours à la voracité des plantes et des océans. C'est évidemment tout à fait surnaturel et absurde. Mais c'est bien ce qu'assurent le GIEC et le Global Carbon Project quand ils escamotent, par les trucages que nous allons détailler, les 165 milliards de tonnes de carbone dégazées chaque année par les océans et la végétation, pour ne voir que les quelques milliards de tonnes de CO2 venant des combustibles dits fossiles. Après cette introduction, voyons les faits physico-chimiques. Fait numéro 1. La pression partielle du CO2 dans l'eau de mer croît d'un facteur presque 4 entre le bord de la banquise où la température de l'eau de mer est moins 1 voire moins 2 degrés Celsius et les océans tropicaux où la température est 30 degrés ou plus. Cela vient de calculs résumés par cette expression extrêmement non linéaire de la pression partielle du CO2 dans l'eau de mer. Dic à la puissance 10,5 et température absolue grand T à la puissance 12,2. Dic signifie carbone inorganique dissous. Le dégazage eau vers air est proportionnel à la différence de pression partielle dans l'eau et dans l'air. Et 1 degré de plus dans l'eau signifie plus 4% sur la pression partielle. Et sur cet exemple, plus 20% pour le flux dégazé de l'eau vers l'air. Voici un aperçu du contenu des océans en carbone inorganique dissous, exprimé en micromoles de carbone par kilogramme d'eau de mer. Sur l'axe vertical, vous avez la profondeur, entre 0 et 5500 mètres. Sur l'axe horizontal, vous avez la latitude, entre 60 degrés sud et 65 degrés nord, à droite. Le Dic vaut 2000 ou un peu moins dans la couche supérieure, mais 2300 en rouge dans la zone de remontée du carbone entre les tropiques. Les flèches grises suggèrent le dégazage intertropical et l'absorption aux hautes latitudes, froides. Les flèches bleues schématisent la remontée du carbone depuis l'océan profond entre les tropiques et sa descente vers l'océan profond aux hautes latitudes.
Le dique dans la couche supérieure épaisse de quelques dizaines de mètres est réduit par la voracité du phytoplancton et par le dégazage. Mais dans ces couches rouges qui alimentent en permanence l'océan de surface qui est gaz, cette remontée de la flèche bleue renouvelle constamment le carbone en surface. Voici un premier trucage, un escamotage. Roger Revel, Bert Bolin et le GIEC ont tout simplement fait disparaître l'effet de la température. Ces auteurs ne connaissent et ne veulent connaître que la relation de Revel, ou buffer factor, ou facteur tampon. Et ils prétendent que l'océan de surface est en équilibre statique avec l'air, ce qu'il n'est évidemment pas. L'influence de la température est pour le GIEC absolument tabou. Les relecteurs et les auteurs qui ont voulu l'introduire dans les rapports scientifiques ont vu toutes leurs propositions rejetées. Fait numéro 2. Les quantités de carbone inorganique dissous qui vont chaque année de l'océan de surface vers l'océan profond et de l'océan profond vers l'océan de surface sont indiquées sur ce schéma et sont à compléter par les 11 milliards de tonnes de carbone organique qui est reminéralisé dans l'océan profond après sa descente. Ce renouvellement constant du carbone de l'océan de surface est décrit par cet article récent que je cite. En zone tempérée, la descente ou subduction du carbone inorganique de la surface vers l'océan profond et dans une moindre mesure la chute des particules organiques maintient la sous-saturation en CO2, ce qui assure l'absorption permanente du dioxyde de carbone de l'air. Mais entre les tropiques et dans l'océan austral, le carbone inorganique dissous remonte vers la surface. Les 275 milliards de tonnes de carbone par an qui remontent de l'océan profond et les 265 milliards de tonnes de carbone inorganique par an qui descendent dans l'océan profond sont des chiffres 3 à 5 fois supérieurs aux estimations précédentes. Voici des preuves sur l'escamotage de ces 275 milliards de tonnes de carbone qui, aux hautes latitudes, descendent dans l'océan profond et en remontent entre les tropiques. Revel écrit qu'il n'y a pas d'échange entre l'océan de surface et l'océan profond. Only the uppermost layers take part in exchanges with the air, et about half of the carbon dioxide produced by combustion remains in the air. Le premier rapport du GIEC dit 35 et 37. Le cinquième rapport 90 et 101. Mais c'est encore presque 3 fois moins que ce qui est observé. Il leur faut en effet absolument faire croire que l'océan profond ne participe pas au cycle du carbone. L'intégrale de la dérivée d'une fonction df de t sur dt entre t0 et t1 est simplement l'accroissement de cette fonction entre t0 et t1. Maintenant, le fait important, le fait numéro 3. Sur ce graphique, vous voyez les accroissements en ppm sur 12 mois au Mauna Loa et les températures de la zone intertropicale de dégazage exprimées en anomalie. Les ppm, c'est partie par million ou nombre de molécules de CO2 par million de molécules dans l'air, actuellement autour de 400 ppm, soit 4 molécules de CO2 pour 10 000 molécules de l'air, contre 3 sans doute pendant le petit âge de glace. En gris, la dérivée par rapport au temps de la courbe des ppm mesurée au Mauna Loa. En jaune-vert, les anomalies des températures intertropicales. La dérivée par rapport au temps de la teneur de l'air en dioxyde de carbone est donc quasiment une fonction linéaire des températures. Et sur ces 40 dernières années, les ppm observés au Mauna Loa sont passés de 337 ppm à 409 ppm. La différence, 72 ppm et à 10 ppm près, le cumul de ces accroissements que vous voyez en gris, c'est-à-dire l'intégrale sur le temps des températures passées. Des tests statistiques sur les séries temporelles, appelés tests de racine unité, prouvent mathématiquement que la série non stationnaire des ppm au Mauna Loa doit être dérivée une fois par rapport au temps, avant qu'on puisse essayer de la corréler avec la série des températures, qui, elle, est stationnaire.
et le CO2 de l'air est donc une conséquence des températures passées et ne saurait être la cause de ces températures. Enfin, voici les fonctions d'autocorrélation des trois séries qui nous intéressent. En rouge, l'autocorrélation des températures. En noir, celle du CO2 venant des combustibles fossiles. Et en orange et bleu, l'autocorrélation de la dérivée par rapport au temps des ppm observés au Mauna Loa, c'est-à-dire les incréments des teneurs de l'air en dioxyde de carbone. Comme vous le voyez, pas de lien possible entre les émissions en noir et la croissance des ppm en orange ou en bleu, mais il y a bien un lien possible, et même existant, entre les températures en rouge et la croissance des ppm en orange et bleu. Fait numéro 4, nous avons déjà vu cette image. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus les plantes dévorent, plus les océans absorbent. Chaque année, le cinquième du CO2 de l'air est absorbé et renouvelé par le dégazage naturel. Les océans au bord de la banquise, avec une pression partielle de 200 microatmosphères, absorbent le CO2 de l'air, où la pression partielle est de 400. Par contre, les océans intertropicaux, avec une pression partielle de 600, émettent du CO2 vers l'air. La croissance sur le temps, ou dérivée par rapport au temps du CO2 de l'air, ici noté Y de T, est égale à ce qui rentre moins ce qui sort, soit F de T moins, en gros, le cinquième de Y de T. D'où cette équation différentielle linéaire élémentaire qui s'applique aussi séparément à chacun des deux inputs, celui des combustibles fossiles et celui des dégazages naturels. Les statistiques de consommation des combustibles fossiles sont connues précisément. La solution de l'équation différentielle dit que le Y de T correspondant à ces combustibles fossiles est aujourd'hui 23 ppm, soit seulement 6% du CO2 de l'air. Il était de 12 ppm il y a 40 ans. Le reste, les 94% du CO2 d'atmosphère, vient du dégazage naturel net qui découle des températures des zones de dégazage et des zones d'absorption. Le temps de rotation du carbone dans l'océan profond est de 1 siècle ou plus entre la descente aux hautes latitudes et la remontée entre les tropiques. Voyons ce qui s'est passé depuis le début des mesures spectroscopiques du CO2 de l'air en 1958 aux observatoires du Mauna Loa et du pôle Sud. Les cycles climatiques naturels, dont celui de 60 ans de la Pacific Decadal Oscillation, pilotent les températures, qui ont légèrement augmenté, surtout depuis 1975. Les températures pilotent le dégazage naturel, représenté par la courbe rouge. Ce dégazage naturel est passé de 63 ppm par an à 78 ppm par an et fait aujourd'hui 94% du stock de CO2 de l'air. La quantité totale de CO2 dans l'air pilote la courbe bleue de l'absorption, qui en est toujours environ le cinquième. Et le seul effet des combustibles fossiles est que la courbe bleue de l'absorption précède de quelques années la courbe rouge du dégazage. Fait numéro 5. Il y a deux isotopes stables du carbone, avec en gros 1% de 13C à 7 neutrons et 99% de 12C à 6 neutrons. Le delta 13C en unité appelée per mille est cette fonction écrite en haut de la slide. C'est une fonction du rapport dans l'échantillon mesuré des nombres d'atomes de carbone 13 et de carbone 12. Ce delta 13C est un marqueur génétique du CO2 et du carbone, un peu comme son ADN. Dans le cadre rouge, vous voyez une identité simple. Moins 30, la marque ADN des combustibles fossiles, fois 6%, plus moins 7,2, la marque du dégazage naturel, fois 94%, égale moins 8,6 per mille, ce qui est observé sur la courbe bleue de delta 13C, mesurée au Mauna Loa depuis 40 ans. La quantité de CO2 venant des combustibles fossiles est passée de 5 ppm en 1958 à 12 ppm en 1979 et 23 ppm aujourd'hui. Le delta 13C en per mille et l'ADN des combustibles fossiles a légèrement varié avec les quantités relatives de charbon, de pétrole et de gaz. La courbe verte
et le delta 13C du dégazage naturel, celui de l'air ambiant, 60 ans plus tôt, puisque le carbone traverse les réservoirs, océans et végétation et sols avant de revenir au dégazage. Le dégazage océanique renforcé pendant les événements El Niño apporte à l'air du CO2 de 1,5 per mille plus négatif que celui de l'air, ce qui explique une partie de la décroissance très lente de la courbe verte. Dans cet encadré, quelques citations de textes du GIEC qui assurent très effrontément que le delta 13C observé est consistent, avec des fables sur la rémanence dans l'air du seul CO2 d'origine fossile. Le GIEC écrit très explicitement que les plus 100 ppm depuis le début du XXe siècle sont entièrement dus aux fossiles. 100 ppm sur 400 ppm, ça fait un quart. Et il suffit de calculer de tête le résultat de l'expression encadrée en rouge là-haut. Un quart de moins 30, ça fait moins 7,5. 3 quarts de moins 6, ça fait moins 4,5. Et moins 7,5, moins 4,5, ça fait moins 12. Ce qui est bien différent des moins 5 ou moins 8,5 ou moins 8,6 per mille observés. Le GIEC nous en fume grossièrement. Une autre fraude encore et un gros enfumage. Un formalisme bien connu en électronique et en automatisme est celui des fonctions de transfert et des réponses impulsionnelles. Une impulsion instantanée, ici l'injection dans l'air d'une unité de dioxyde de carbone au temps t égale 0, produit une réponse grand F de t qui diminuera avec le temps. Mais là, on pose a priori, que toute la croissance des ppm vient des seuls combustibles fossiles. Puis on bricole une fonction grand F de t pour que la convolution de la série des émissions de combustibles fossiles et de grand F de t ressemble vaguement au ppm Mauna-Loa. On a simplement fait disparaître, escamoter, évaporer les 160 milliards de tonnes par an du dégazage naturel. Un modèle en compartiment, c'est un système d'équations différentielles linéaires, résolu par transformation de Laplace. Sa réponse impulsionnelle est donc une somme pondérée de 3 ou 4 exponentielles du temps, c'est-à-dire 6 ou 8 paramètres librement ajustables qui permettent de trouver ce qu'on veut. N'importe qui, avec 6 ou 8 paramètres ajustables, peut trouver un grand F de t qui restitue à peu près la courbe croissante des ppm du Mauna-Loa à partir de la courbe croissante des combustibles fossiles. Si du moins on commet une autre fraude en lissant sur le temps, par exemple par moyenne glissante sur 7 ans, les ppm Mauna-Loa pour vraiment qu'il ne reste plus aucune trace des dégazages naturels. Vous savez bien qu'il est interdit de faire un lissage par moyenne mobile temporelle avant de prendre une corrélation. Sinon, deux vagues tendances quelconques pourraient passer pour une corrélation. Bien, voici ces réponses impulsionnelles, grand F de t, dites de Berne ou de Hambourg, qui ont été mises au point dans les années 1980. Elles sont tracées en noir, bleu et rouge. La ligne verte, elle, c'est la réponse impulsionnelle moitié d'une impulsion de Dirac. C'est la moitié des émissions qui restent perpétuellement dans l'air. C'est la airborne fraction des textes du GIEC. Mais bien curieusement, ces fonctions de transfert ne valent pas pour les dégazages naturels. Comment font donc les océans et les plantes pour distinguer les atomes de carbone selon leur origine? Au bout de 30 ans, la moitié du CO2 a, selon les fonctions de Berne ou de Hambourg, été absorbée. Puisque, comme vous le voyez, grand F de 30 vaut 1,5, ce qui rappelle la notion de demi-vie. Au bout de 100 ans, grand F de 100 vaut 1 sur E, ce qui rappelle vaguement la notion de durée moyenne de survie ou de durée de vie. Mais la vraie grand F de T, elle, c'est celle qui est représentée en jaune à gauche. Elle est en exponentielle de moins t sur 5. La durée de vie est de 5 ans et la demi-vie de 3 ans et demi. La moitié a disparu en 3 ans et demi.
Mais entre 2000 et 2012, la production de charbon a doublé, le CO2 des combustibles fossiles a augmenté de 40%. Mais la croissance des ppm, elle, n'a pas bougé et reflète seulement et toujours les températures de la zone intertropicale de dégazage. Les réponses de Berne et la Airborne Fraction sont donc démontrées tout à fait fausses. Entre 2000 et 2012, la production de charbon a doublé. Les émissions de CO2 dites fossiles, la courbe rouge en ppm par 12 mois, ont augmenté de 40%. Mais la croissance des ppm observée au Mauna Loa, elle, en gris, n'a pas bougé et elle reflète seulement et toujours les températures de la zone intertropicale de dégazage. Les fonctions de Berne et de Hambourg sont donc des leurres et des fabrications, sans lien avec la réalité, et d'autant plus absurdes qu'elles supposent que la végétation et les océans identifient et traitent de façon différente les molécules de CO2 selon leur origine, des gazages naturels ou combustibles fossiles. Voici comment le grand prophète du réchauffement par le CO2 des combustibles fossiles, James Hansen, reconnaît la faillite de ses prétendus modèles et essaie d'expliquer. La Airborne Fraction, c'est la courbe en bleu sur cette figure tirée de son article. Elle est passée de 60% en 2000 à 41% vers 2012. Remarquez son lissage temporel par moyenne glissante sur 7 ans. Une autre grosse fraude, puisque, comme vous le savez, il est interdit de lisser les données avant de corréler, sinon il suffirait d'une vague tendance, ou croissante ou décroissante, pour fabriquer des corrélations tout à fait fictives. Eh bien, James Hansen nous explique que si son modèle est invalidé, c'est que le charbon chinois a des propriétés magiques. Ce charbon chinois est la cause de la forte augmentation de l'absorption du carbone par la végétation et les océans. Un mécanisme par lequel, etc., c'est la fertilisation de la biosphère à laquelle le charbon chinois apporte les aliments essentiels pour la construction de la matière végétale. Les aérosols sulfatés venant de la combustion du charbon peuvent aussi augmenter l'absorption du carbone par la végétation, en augmentant la part relative de l'insolation diffuse, etc., etc. C'est du grand guignol. Et en réalité, les émissions anthropiques ne restent pas plus que les émissions naturelles dans l'atmosphère, décroissance en exponentielle de moitié sur 5. Au bout de 3 ans et demi, la moitié a disparu. M. Hervé Le Treut, lui, assure au lecteur de ce journal qu'une vague de froid n'est pas incompatible avec le réchauffement de la planète et proclame en termes, disons, ambigus que la possibilité d'événements météorologiques extrêmes se manifestant dans des régions ou à des moments inattendus est l'une des conséquences potentiellement très importantes d'une perturbation du climat. Possibilité potentiellement inattendue. Voilà, un mètre de neige à Nice au 1er août sera donc une manifestation du réchauffement climatique. C'est inattendu. Je cite. Par exemple, la moitié environ du dioxyde de carbone injecté dans l'atmosphère à un moment donné y est encore présente un siècle plus tard. Oh, il confond regrettablement et de façon inattendue la demi-vie et l'espérance de vie. Pour la fonction de Berne, grand F de 30 ans égale 1,5, c'est la demi-vie de 30 ans, mais l'espérance de vie est de 100 ans, puisque grand F de 100 égale 37%. Pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui confond 30 ans et 100 ans? Et de façon pas inattendue, les dégazages naturels qui en volume de CO2 sont 16 ou 17 fois le volume des fumées des combustibles fossiles sont escamotés. Sa prédication sur l'urgence climatique est intéressante. Ces effets des gaz à effet de serre sont avant tout des effets futurs. Oui, on ne les a pas encore vus. L'urgence climatique tient à cet engagement croissant sur l'avenir de la planète que nous prenons en émettant des gaz à effet de serre de combustibles fossiles, qui font 6% du CO2 de l'atmosphère et dont en réalité la moitié disparaît en 3 ans et demi. Fait numéro 6. L'accroissement de la production primaire de la végétation, plus 31% entre 1900 et 1999, est bien confirmé par les observations faites sur des parcelles forestières conservées en Europe à leur état naturel ou sauvage,
depuis les années 70 du XIXe siècle. Voir les publications du professeur de foresterie Pretsch de l'université de Munich. Au cours du XXe siècle, l'océan profond et les combustibles fossiles ont ensemble apporté 600 milliards de tonnes de carbone à la végétation et au sol et 220 à l'atmosphère. 400 milliards de tonnes de carbone sont donc venues des océans profonds, et même bien plus, parce qu'une grande partie du carbone des combustibles fossiles a été avalée par les océans et remplacée par du carbone océanique. Un article de 1956 modélise bien correctement le transfert de carbone des océans profonds vers la végétation, avec tous les effets non linéaires dus à la voracité des plantes et les oscillations éventuelles dues au long transit à travers les océans. Ça prouve que le cycle du carbone était assez bien compris 10 ans avant les fabrications et les fraudes du rapport de Roger Revel de. Le temps de cycle du carbone dans l'océan profond est de l'ordre du siècle entre subduction, descente et remontée. Les précipitations sur l'Antarctique centrale sont de l'ordre de 5 mm d'eau par an, en neige et en glace. Il faut 10 000 ans pour avoir 120 mètres de névé, mélange de neige plus ou moins comprimée, qui, par effet de la pression, finit par fermer les bulles d'air entre les cristaux, 120 mètres sous la surface. Dans une tranche de carotte de glace, les bulles ont donc été isolées de la surface, 120 mètres plus haut, à des dates fort différentes, à cause du caractère aléatoire de la fermeture des trous entre les cristaux. Dans le névé, trous qui laissent passer un peu d'air entre une bulle et la surface. On a donc physiquement un lissage temporel sur des millénaires des teneurs en CO2 enregistrées dans les sections droites des carottes. Ce lissage temporel fait disparaître les choses intéressantes, telles que les fluctuations liées aux températures. Présentées sur un même graphique, des mesures spectroscopiques instantanées et des valeurs moyennes tirées d'une section de carotte de glace est donc une tromperie. Il ne s'agit pas de la même grandeur physique. De plus, que les valeurs tirées des glaces soient en dessous de 300 ppm vient entre autres de ce lissage temporel qui a fait disparaître les cycles séculaires. Nous en avons terminé avec le cycle du carbone. Passons à l'effet de serre. Fait numéro 8. Dans les troposphères de la Terre, de Vénus et d'autres planètes, le gradient de température en degrés Celsius par mètre est G, accélération de la pesanteur, divisé par Cp moins Ch. Sur Terre, il vaut moins 6,5 degrés par kilomètre dans la tropopause. La température T décroît comme la puissance A de la pression P. A est appelé exposant polytropique. Il vaut 0,19 sur Terre et 0,17 sur Vénus, où le gros de l'air est du gaz carbonique. La relation, surlignée en jaune, relie les conditions en surface T0, P0 à celles dans la troposphère, T à la pression P. Et ça se démontre très facilement en écrivant que l'apport de chaleur d'Q vaut CH dt et en employant la relation barométrique dP égale moins ρg dz. Ces égalités, surlignées en jaune, montrent que ces formules sont très exactes pour la troposphère de la Terre et pour celle de Vénus. La température en surface est déterminée par la pression. Au passage, notons le caractère absurde de deux mantras répétés dans d'innombrables livres et articles. La température de surface viendrait d'un piégeage radiatif de la chaleur ou d'une accumulation de chaleur près de la surface du fait des gaz à effet de serre. Mais non, pas du tout. La température de la troposphère exprime simplement le rapport de pression entre la surface et la tropopause. La pression en surface fait la température. Il y aurait un emballement de l'effet de serre sur Vénus, dont l'air est de 95% du gaz carbonique. Oh ben non, pas du tout. C'est une simple conséquence de la masse de l'atmosphère sur Vénus, 1000 tonnes par mètre carré,
au lieu de 10 tonnes par mètre carré sur Terre. Voici un aperçu des températures. Sur l'axe horizontal, les températures entre 180 Kelvin et 300 Kelvin. Sur l'axe vertical, la pression avec une atmosphère en surface et 0,2 atmosphère à la tropopause. Pourquoi la courbe noire diabatique est-elle plus chaude que la courbe verte adiabatique? Parce que la vapeur d'eau et les nuages absorbent la chaleur infrarouge du soleil, et parce que la condensation de la vapeur d'eau dégage de la chaleur. On a là un système de chauffage réparti sur toutes les couches de la troposphère, d'où le terme diabatique, qui signifie qu'il laisse passer la chaleur. Quand un volume d'air monte, il se refroidit moins s'il est chauffé, la courbe noire, que lorsqu'il n'est pas chauffé, la courbe verte. Le mouvement de la vapeur d'eau, de l'air et des océans égalise le rayonnement émis par la Terre vers le cosmos, entre 220 et 280 watts par mètre carré, comme vous le voyez sur cette petite carte de l'OLR. Sur la Lune, au contraire, l'OLR est entre 1300 watts par mètre carré sous le Soleil au zénith, mais 2 watts par mètre carré dans la nuit lunaire sur la face obscure. Sur la Lune, en effet, rien ne transporte de chaleur entre la face éclairée et la face obscure, et le sol sans eau a une assez faible capacité thermique. Le CO2 et l'ozone rayonnent essentiellement depuis la stratosphère et ont peu d'influence sur ce qui se passe en dessous. Comme montré schématiquement en haut à droite, la lumière ultraviolette du Soleil est dans la stratosphère, absorbée par l'oxygène et par l'ozone. Cette chaleur repart en infrarouge thermique, rayonnée par le CO2 et par l'ozone. Pour le temps qu'il fait, et donc pour le climat, ce sont la troposphère et la surface, prises ensemble, qui nous intéressent. Du rayonnement émis vers le cosmos par notre globe, en moyenne mondiale, 240 watts par mètre carré, 220 ou un peu plus viennent de la troposphère et de la surface. Et sur ces 220, c'est la vapeur d'eau et les nuages qui font presque 200 watts par mètre carré, 90% du refroidissement de tout ce qui est en dessous de la tropopause. Ces 200 watts par mètre carré sont alimentés, disons, par moitié par l'absorption de l'infrarouge solaire par la vapeur d'eau et les nuages, l'autre moitié vient de la condensation de la vapeur d'eau dont l'évaporation refroidit énergiquement la surface. Enfin, à cause des nuages, le rayonnement infrarouge thermique, qui va directement de la surface au cosmos, ne fait, en moyenne mondiale, que ces petits 22 watts par mètre carré. La vapeur d'eau et les nuages sont donc, entre la surface et la tropopause, presque le seul acteur. Le CO2 troposphérique contribue quelques-uns des 200 watts par mètre carré. Un rappel rapide sur l'infrarouge thermique. Tout corps, par exemple un volume d'air contenant de la vapeur d'eau, ou encore la peau de ces messieurs, tout corps qui absorbe un rayonnement rayonne à la même fréquence, mais à sa température propre. Ces images médicales montrent que c'est la peau qui rayonne. Le rayonnement thermique est un diagnostic des températures de la peau. Ce rayonnement thermique est à des fréquences entre 1 THz, 1 million de MHz et 75 THz. Rappelons enfin qu'un transfert de chaleur par rayonnement entre deux corps, c'est comme un transfert d'argent entre deux comptes en banque. Ce que l'un reçoit de l'autre, moins ce qu'il lui donne. Ce bilan net est très faible entre la surface et l'air rendu opaque par la vapeur d'eau. Du côté de la surface, l'air, la peau de l'air, rendue opaque par la vapeur d'eau et le CO2, occupe, disons, les 40 premiers mètres au-dessus de la surface, qui rayonnent donc vers la surface à peu près autant que ce qu'ils absorbent du rayonnement de la surface. Fait numéro 9. Oh oui, il y a un effet de serre si on suspend une vitre, la vitre de la serre, au-dessus du sol de la Lune. On remplace alors le rayonnement de la surface par celui de la vitre vers le haut. Et en dessous, le rayonnement de la vitre vers la surface s'ajoutera au solaire. Mais ça ne marche que dans le vide. Poser une vitre au-dessus du sol de la Lune, sous le Soleil au zénith, ferait monter la température de la surface de 75 degrés Celsius. Les manuels du réchauffement climatique prétendent que le rayonnement de la vitre vers le haut est une bonne représentation du rayonnement du haut de l'air vers le cosmos. Mais sur Terre, ce rayonnement vers le cosmos, c'est essentiellement celui de la vapeur d'eau, les 200 watts par mètre carré en bleu que nous venons de voir.
Une vitre dans le vide, la paroi d'une bouteille thermos, un très bon isolant thermique, ne peut évidemment pas servir de modèle pour de l'air turbulent contenant de la vapeur d'eau. Cet air est un excellent caloduc ou transporteur de chaleur qui va de la surface à la peau de la vapeur d'eau tout en haut de la troposphère qui rayonne vers le cosmos. Ce grâce à l'évaporation, à la convection turbulente et à la condensation. De plus, cet air humide est extrêmement opaque pour l'infrarouge thermique, sauf sur une partie du spectre appelée fenêtre de la vapeur d'eau. La chaleur reçue du soleil est évacuée par ce caloduc, cette flèche bleue qui apporte son énergie à la couche la plus élevée de la vapeur d'eau, à cette peau, si je puis dire, qui, sous la tropopause, rayonne vers le cosmos. La couche la plus basse de l'air, sa peau d'épaisseur optique 1 ou 2, d'épaisseur physique quelques dizaines de mètres, absorbe l'infrarouge thermique émis par la surface et rayonne presque autant vers la surface, ce que résument les deux grosses flèches rouges. Le bilan net entre la surface et l'air est très faible, et je rappelle une fois encore que c'est la pression qui fait la température de surface. Voyons maintenant un gros enfumage avec la grandeur GH, grand G pour green, grand H pour house, GH pour greenhouse. Sur ce schéma, les valeurs sont en watts par mètre carré. Grand G, grand H est la différence entre le rayonnement U d'un corps noir à la température de la surface et le rayonnement V émis en haut de l'atmosphère. Et ce serait, nous dit-on, une mesure de l'énergie piégée, trapped, énergie qui, nous dit-on, vient chauffer la surface. Monsieur André Berger, astronome à Louvain et cofondateur de la filiale européenne du réseau Action Climat, un de ces groupuscules fabriqués pour la conférence de Rio de 1992, nous assure que grand G, grand H est de l'énergie piégée dans l'atmosphère. C'est tout à fait absurde, parce que le flux grand U est compensé en réalité par un flux inverse, en sens inverse, rayonné par l'air vers la surface, et parce que les 160 watts par mètre carré de solaire qui arrivent en surface repartent par évaporation et par convection. Monsieur Rémi Roca, de l'École normale supérieure, enseigne aux auditeurs de l'école d'été de Cargès de physique la même grossanerie et ajoute que l'atmosphère, par sa seule présence, réchauffe la surface par des effets radiatifs. En fait, comme vous le savez, c'est la pression qui explique la température de surface, nullement des effets imaginaires. Grand G, grand H sert à comparer les différents gaz traces de l'atmosphère pour la réglementation et la taxation. 26% pour le CO2, 8% pour l'ozone, 60% pour la vapeur d'eau qu'on va sans doute bientôt taxer. Mais ces calculs sont tout à fait idiots. On note un par un les gaz traces et on analyse l'augmentation du rayonnement V vers le cosmos. Par exemple, on retire la vapeur d'eau, mais on conserve les nuages. Je n'invente rien. Je rappellerai ici la réalité, avec le caloduc vapeur d'eau, la grosse flèche bleue qui amène la chaleur solaire à la peau qui, dans la troposphère, rayonne vers le cosmos. Vous voyez combien absurde est cet enfumage appelé grand G, grand H, qui veut absolument ignorer l'évaporation et la convection. En plus de grand GH, les manuels universitaires et les rapports du GIEC proposent des empêlements de vitres, dans le vide bien sûr, et encore des calculs sous l'hypothèse dite de l'équilibre radiatif, sans évaporation ni convection, et avec pour l'air une épaisseur optique de 1. Ce sont là des absurdités et vraiment du foutage de gueule. Fait numéro 10. On appelle l'épaisseur optique d'un corps l'opposé du logarithme de la transmission du rayonnement à travers ce corps. Utiliser ce paramètre permet de calculer très simplement, à la main presque, le rayonnement thermique montant et descendant dans l'air en fonction de l'altitude. Les formules, en fait très simples au bas de la slide, valent pour du rayonnement diffus et elles sont démontrées dans les livres de Chandrasekhar de 1948 et de Kondratiev de 1969. Une couche d'épaisseur optique 1,07 transmet 20% du rayonnement diffus qui tombe sur cette couche
et absorbe 80% du rayonnement incident. Et donc, cette couche produira, disons en gros, 80% du rayonnement qui émerge de cette couche. L'épaisseur optique de la vapeur d'eau est représentée, en fonction de la fréquence, par la courbe bleue, pour une quantité moyenne de 25 kg par mètre carré. Cette épaisseur optique a des valeurs de plusieurs dizaines ou centaines en dehors de la fenêtre. Le dioxyde de carbone est la petite épine rouge. Il rayonne depuis la stratosphère dès que son épaisseur optique est supérieure à 6. La ligne horizontale en tireté correspond à une épaisseur de 10, à une transmission de 7 millionièmes. Enfin, la fenêtre de la vapeur d'eau entre 27 et 39 THz est fréquemment fermée par des nuages. Vous ne verrez ce graphique nulle part dans les livres et publications, sans doute parce qu'il suggère, au-delà de tout doute possible, que c'est bien la vapeur d'eau et non pas le dioxyde de carbone qui produit et qui régule le rayonnement thermique de la troposphère vers le cosmos. C'est un graphique important qui met bien en évidence le rôle essentiel de la vapeur d'eau dans la troposphère. J'ai parlé de peau de la vapeur d'eau. La notion d'épaisseur optique permet de voir ce dont il s'agit. Pour 25 kg par mètre carré et pour une épaisseur optique de 100, 80% du rayonnement infrarouge thermique viendra d'une couche qui fait 1,07 que multiplie 25 que divise 100, ça fait 300 grammes en gros, soit disons 30 mètres près de la surface, où on a 10 kg de vapeur d'eau par tonne d'air, et 1 ou 2 km sous la tropopause, où la teneur en vapeur d'eau est beaucoup plus faible. Voici un calcul exact du refroidissement de l'air pour un profil tropical, avec toutes les lignes d'absorption de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Dans la troposphère, le refroidissement appelé cooling, colorié en jaune et en orange, pris sur tout le spectre de fréquences, fait environ 2 degrés Celsius par 24 heures. Cette coloration vous montre la position de la peau de la vapeur d'eau qui rayonne vers le cosmos. Il n'y a pas de refroidissement dans la zone en bleu clair en bas, parce que l'air y est très opaque. Il n'y a pas de refroidissement dans la zone en bleu clair en haut, parce que là, il n'y a plus ou très peu d'opacité de la vapeur d'eau, et donc pas de rayonnement. Dans la fenêtre, l'épaisseur optique est faible, et par ciel clair, la moitié du rayonnement vient de la surface, l'autre moitié de la vapeur d'eau. Mais il y a des nuages les 2 tiers du temps. Et alors, le 5e seulement du rayonnement qui arrive au cosmos dans cette fenêtre est produit par la surface. Tout le reste, les 4/5, vient des nuages et de la vapeur d'eau. Voici la même image un peu simplifiée, sans toute la fourrure, si je puis dire, des raies d'absorption. La limite inférieure de la couche d'épaisseur optique 1,07, qui assure 80% du rayonnement vers le cosmos, est en bleu pour la vapeur d'eau, en rouge pour la teneur actuelle en dioxyde de carbone et en brun pour 2 fois plus de CO2 dans l'air. Le CO2 rayonne surtout depuis la stratosphère, sauf autour de 20 THz et de 24 THz, dans ces zones qui sont entourées en tireté. Et doubler la teneur de l'air en CO2 ferait passer le rayonnement, la couche rayonnante de la courbe rouge à la courbe brune, ce qui ferait plus haut, plus froid et moins de rayonnement, pour environ moins de watts par mètre carré. La vapeur d'eau, elle est dynamique. Son temps de cycle est de 9 jours entre l'évaporation et la condensation. Et cette vapeur d'eau dynamique, qui se condense, régule le rayonnement du globe vers le cosmos. Voilà, nous pouvons comprendre où est la difficulté dans ce que nous assure le IPCC-GIEC. On nous répète depuis les années 70 que la seule et unique façon de rétablir l'OLR à sa valeur d'équilibre serait un réchauffement de l'air vers 300 millibars. Ça pourrait paraître logique. La haute troposphère conserverait la chaleur de 2 watts par mètre carré qu'elle ne perdrait plus après un doublement instantané des teneurs de l'air en CO2 et se réchaufferait, ce qu'on appelle un forçage radiatif. Mais il y a pourtant une alternative très simple et très évidente.
dont personne ne parle. Un peu moins de vapeur d'eau entre 200 et 300 millibars, ou 400 millibars, et la vapeur d'eau rayonnera de plus bas et de plus chaud, donc rayonnera plus et sur 40 THz. Cette page est appelée RH à l'heure subtile. RH veut dire relative humidity ou humidité relative. C'est le quotient de la pression partielle effective en vapeur d'eau en pascal par la pression maximale possible à saturation à la même température. Plus 1 degré sur la température fait croître la pression partielle à saturation de 7% près de la surface et de 11 ou 12% à la tropopause. Si RH était constant, la quantité effective de vapeur d'eau suivrait. Mais pour nous, ce n'est pas un RH qui importe, mais la quantité effective de vapeur d'eau dans la haute tropopause. La réalité d'abord. À 300 millibars, si la teneur de l'air en CO2 augmente, le CO2 troposphérique rayonne de plus haut et de plus froid, sur 1,5 THz, et rayonne moins. Mais à 9 km, la vapeur d'eau, sur presque 40 THz, rayonne. Et là, ce sont les derniers 300 grammes de vapeur d'eau en haut de la troposphère qui sont en cause. Et si la quantité de vapeur d'eau là diminue un petit peu, la vapeur d'eau rayonnera de plus bas et de plus chaud, donc plus. Premier mythe, la quantité de vapeur d'eau reste constante. Alors plus 1 degré suffit pour retrouver les 2 watts par mètre carré que provoquerait le doublement de la teneur de l'air en CO2, comme le montre ce petit calcul en 4 dt sur T. Mais plus 1 degré, c'est pas bien terrifiant. Donc on préfère les mythes suivants, en invoquant l'humidité relative et en brandissant Clausius Clapeyron. Mythe numéro 2, à humidité relative RH constante, vers 300 millibars, plus 1 degré fait plus 11 ou plus 12% sur la quantité de vapeur d'eau. La vapeur d'eau alors, elle aussi, rayonnera de plus haut et de plus froid, donc moins vers le cosmos, et ça doit chauffer encore plus, et toujours plus. Comme ça, on peut trouver ce qu'on veut, entre plus 1 degré et plus 9 degrés Celsius. Ça faisait un peu désordre, et en 1979, une commission Charney a voté que ça devait être entre plus 1 degré et demi et plus 4 degrés et demi. Et depuis 40 ans, malgré des dizaines de milliards de dollars de R&D pompés par la pseudoscience et ses pseudoscientifiques, cette fourchette, ce rapport 1 à 3, reste celle du GIEC. Et mythe numéro 3, si maintenant on fait croître RH, ça fait encore plus de vapeur d'eau, ça doit chauffer plus encore. On arrive, nous dit-on, à l'emballement de l'effet de serre, sans limite. Les océans, nous dit James Hansen, vont se mettre à bouillir. Les mythes 2 et 3 proposent un feedback positif amplificateur, un truc intrinsèquement instable. Mais depuis 4 milliards d'années, rien de tel ne s'est produit. Revenons donc aux observations. Fait numéro 11. Observation. Sur l'axe horizontal, l'humidité relative en pourcent de l'humidité à saturation. Sur l'axe vertical, la pression, entre 1 en surface et 0,2 à la tropopause. On y voit 5 profils types d'humidité relative, avec le profil tropical en noir, le profil des moyennes latitudes en été MLS en bleu, et le profil subarctique en hiver vers 65 degrés nord en vert. Entre 200 millibars et 400 millibars, l'humidité relative varie entre 10% et 40% et est très irrégulière. Au contraire, près de la surface, une humidité relative n'est jamais très loin de la saturation de l'ordre de 75 ou 80%. Près de la tropopause, on est bien loin de la saturation, et c'est là que l'humidité régule le rayonnement vers le cosmos. Cette quantité de vapeur d'eau entre 200 et 400 millibars découle des mouvements verticaux et horizontaux de l'air de la troposphère. Encore des observations. Les teneurs en vapeur d'eau en fonction de l'altitude sont mesurées régulièrement depuis 1948. Depuis 40 ans, ces mesures sont réputées fiables et complétées par des observations satellitaires. À 6 km et à 9 km, l'humidité relative a, comme vous le voyez, diminué et non pas augmenté.
À droite, voici les quantités de vapeur d'eau par tonne d'air. 10 kg par tonne d'air en surface, 300 g par tonne d'air à 300 millibars et à 9 km. L'humidité spécifique ou quantité de vapeur d'eau à 9 km a diminué d'environ 15% entre 1980 et 2010. Et moins de vapeur d'eau à 9 km, donc rayonnement vers le cosmos plus fort, car venant de plus bas et plus chaud. Et ce qui est observé dans la petite miniature en haut à droite, de plus 1,1 watts par mètre carré sur les derniers 40 ans. Voici comment le GIEC présente son forçage radiatif, une grandeur calculée, mais ni mesurable, ni observable, et d'ailleurs pas observée. Le GIEC nous enseigne que plus de CO2 dans l'air impose une diminution du rayonnement infrarouge thermique vers le cosmos et un forçage radiatif qu'il estime à 2,5 watts par mètre carré et qui atteindrait 8,5 watts par mètre carré en 2100. Et il assure que 93% de cette chaleur est passée dans les océans. Le grand prophète James Hansen nous assure sur YouTube que les océans vont bouillir. Oui, ça va bouillir. Voyons les faits observés. Le rayonnement du globe, mesuré depuis 40 ans par des satellites, semble augmenter de 1,1 watts par mètre carré par décennie. Où est passé le forçage radiatif? Serait-ce un mythe? Le contenu calorique des océans augmente depuis 60 ans, ce qui est l'équivalent d'un chauffage de 0,25 watts par mètre carré. Ça donne 2 ou 3 millièmes de degrés par an sur les premiers 700 mètres. C'est 10 fois moins que ce que dit le GIEC. Et donc, le radiative forcing ressemble beaucoup aux habits neufs de l'empereur du conte de Hans Andersen. Tous louent la beauté et la qualité extraordinaire de ces habits neufs, jusqu'à ce qu'un petit garçon dise « Oh, mais le roi est tout nu !» Le forçage radiatif est un peu comme ces habits neufs. Il est invisible. C'est de l'énergie faite à partir de rien du tout. Pas de réaction chimique, pas de réaction nucléaire. Seulement, oserais-je dire, des baratins, d'escrocs. Et en prime, un miracle de plus, assez antiphysique. Ce forçage radiatif, c'est de la chaleur qui va du froid de l'anthropopause vers le chaud de la surface, et réchauffe la surface et même le fond des océans. Voilà, concentrez-vous sur les deux fondements du mythe du réchauffement climatique, attribué à des propriétés imaginaires du CO2 des combustibles fossiles. Le CO2 des combustibles fossiles s'accumule dans l'air, et l'effet de serre des gaz du même nom piège la chaleur et amène un forçage radiatif qui, en l'an 2100, pourrait atteindre 8,5 watts par mètre carré. Rabâchons. Primo, il n'y a que 6% du CO2 de l'air qui viennent des combustibles fossiles. Les fonctions de transfert ou réponse impulsionnelle de Bern et la airborne fraction sont des inepties démenties par les observations faites lors du doublement de la production de charbon entre 2000 et 2012. Les fables sur un océan de surface dont le carbone serait isolé de celui de l'océan profond ont été démenties. 94% du CO2 de l'air est l'intégrale sur le temps d'une fonction linéaire des températures de la zone de dégazage. La quantité de CO2 dans l'air est donc une conséquence des températures et ne saurait être la cause des températures. Deuxièmement, la vapeur d'eau est extrêmement opaque en infrarouge thermique. La surface perd la chaleur solaire, surtout par évaporation et par convection. Tertio, la relation polytropique entre la température et la pression d'exposant R sur Cp moins Ch exprime la température de la troposphère avec un Ch lié à la vapeur d'eau. La surface est d'autant plus chaude que la pression est forte, comme sur Vénus. Quatrièmement, la quantité de vapeur d'eau à 300 millibars, disons 300 grammes par tonne d'air, varie très rapidement et très dynamiquement, et c'est elle qui régule le rayonnement thermique du globe vers le cosmos. Elle est très très loin de la saturation. Et moins de vapeur d'eau, et cette peau rayonnera de plus bas et plus chaud, donc plus. Voilà qui supprime en quelques heures tout effet imaginé des changements de teneur de l'air en dioxyde de carbone ou en méthane. Conclusion, l'emploi de combustibles fossiles n'a pas d'effet sur les températures.
Je vous prépare une autre présentation YouTube qui vous donnera des indications sur la vraie climatologie, sur diverses observations et sur les résultats des prétendus modèles informatiques du climat et d'autres compléments. À bientôt, merci.